Donc, je vais vous parler en fait du boson de Higgs et j'ai intitulé mon exposé du boson de Higgs au Big Bang. Donc, je vais essayer de faire le lien. Pourquoi est-ce que quand je parle du boson de Higgs, en fait, je parle du Big Bang? Il s'agit d'une présentation sur les lois fondamentales de l'univers. Qui dit loi fondamentale ou loi universelle nous ramène à des questions qui sont quasiment existentielles. C'est les mêmes questions que tout le monde se pose en fait, et c'est les mêmes questions pour lesquelles on invente toutes sortes de dogmes et toutes sortes de cosmogonies. Pourquoi l'univers est-il si vaste? Est-ce qu'il obéit à des règles inévitables? Est-ce qu'on est le fruit du hasard? Et pour le physicien, ces questions-là, qui sont des questions quasiment existentielles, elles se traduisent par une question sur l'origine de la masse-énergie dans l'univers. On a vu dans la présentation de Cédric une partie importante de la masse visible, qui est la masse des protons et des neutrons. Il y a encore beaucoup à comprendre sur cette masse, mais du point de vue d'un physicien des particules, c'est compris, disons, même s'il y a énormément de choses à faire encore. Il y a énormément pour l'avoir de façon précise, c'est compris parce qu'on a vu dans la présentation précédente qu'un proton, c'est pris d'un certain bouillonnement quantique et en mécanique quantique, quand vous essayez de confiner des particules dans un petit volume, l'énergie devient essentiellement incertaine et cette énergie incertaine, c'est une vraie énergie que l'on mesure sous la forme de masse par E égale mc2. Donc vous confinez des particules dans un petit volume, le volume du proton, et vous voyez une masse. Évidemment, il y a des contributions d'interaction, mais voilà, cette masse-là, elle a une origine, disons, dynamique. Quand je dis physique fondamentale ou loi universelle, déjà, on parle de physique des particules. La physique des particules, l'appellation est un petit peu particulière. C'est vraiment, de façon générique, une appellation moderne qui est l'idée d'étudier les lois fondamentales de la nature. C'est une aventure qui a commencé, disons, il y a plusieurs siècles. Ça repose sur un certain nombre de principes. Un premier, c'est qu'on se dit que les lois de l'univers sont ultimement simples. Un deuxième principe, c'est qu'elles ont été écrites dans les premiers instants de l'univers. Et ça, c'est vraiment important. On croit, on pense et on est même convaincu que les lois de la physique, c'est dans les tout premiers instants qu'elles sont. Ensuite, tout se déroule. Mais c'est vraiment au début de l'univers que ces lois ont été inscrites. Et on croit qu'elles sont des conséquences inévitables des lois de symétrie. On aura une présentation à la suite de David qui va nous expliquer un petit peu le lien entre les symétries et les lois fondamentales. Donc, on a parlé de physique des deux infinis. Il faut le prendre au sens noble. C'est vraiment la physique des deux infinis. Vous avez ici, à gauche, la physique, ce qu'on appelle la physique des particules, à droite, la cosmologie. Quand on fait de la physique des particules, on a vu dans la présentation précédente, vers l'infiniment petit, on passe par les atomes, on arrive aux particules élémentaires. Ultimement, on arrive à la matière noire. Et en fait, on se retrouve au début de l'univers, en fait. Donc, en allant vers l'infiniment petit, sur cet Ouroboros, qui est un serpent qui se mord la queue, on tombe sur les lois de la physique au début de l'univers. Et ces lois de la physique au début de l'univers fondent les éléments, déposent les germes qui vont permettre de produire les galaxies, les étoiles dans lesquelles sont moulinés les noyaux de plus en plus lourds, avec les explosions d'étoiles, la Terre, et éventuellement on arrive à la vie. Donc en plongeant vers l'infiniment petit, en fait on tombe sur le cosmos. Donc l'idée, c'est de plonger dans l'infiniment petit pour atteindre le cosmos, en passant par la gauche, pour revenir par la droite, ensuite, et voir l'évolution de l'univers. Au centre, c'est la partie la plus complexe. Nous, on fait tout ce qui est plus simple. Hein? Le plus complexe, c'est l'être humain au milieu. Il y a plus d'atomes dans l'être humain, il y a 1 million de fois plus d'atomes dans le corps humain que dans toutes les étoiles de l'univers visible. Donc c'est bien. Donc nous, c'est la partie simple, celle qui va vers l'infiniment petit et qui redéroule le cosmos jusqu'à l'apparition de la vie. Donc ça, c'est le domaine d'étude, disons, de la physique fondamentale. On a vu dans la présentation précédente qu'il y a des interactions de longue portée. C'est celles les plus connues. Vous connaissez tous l'interaction gravitationnelle. C'est ce qui forme les galaxies, les trous noirs du système solaire. C'est ce qui vous tient à la surface de la Terre. L'interaction électromagnétique est responsable des atomes, de la lumière, de la chimie, de l'électronique. Pour le commun des mortels, c'est tout. Tout ce qui vous entoure, tout ce que vous connaissez, c'est les deux interactions principales. Les plus difficiles d'accès, c'est les interactions plus faibles, donc les interactions à courte portée. Ce qu'on appelle l'interaction forte, c'est responsable de la structure du proton, ce qu'on a vu dans la présentation précédente, et l'interaction faible.
La portée de l'interaction forte, elle est limitée par l'interaction forte. C'est l'interaction forte qui fait que les quarks et les gluons sont confinés dans un petit volume. C'est un effet dynamique, disons. On n'a pas encore démontré explicitement que c'est un effet dynamique, mais on sait générer. C'est-à-dire que si on prend des quarks nus et qu'on fait une modélisation de ces quarks nus, on arrive à générer la masse du proton. On arrive à peu près à le faire depuis quelques années, donc ça, c'est une réalisation remarquable des dernières années. L'interaction faible a une courte portée pour une raison complètement différente. L'interaction faible, c'est ce qui est responsable de la radioactivité. C'est aussi ce qui est responsable de la régulation du Soleil. Régulation du fonctionnement du Soleil. S'il n'y avait pas d'interaction faible, le Soleil aurait en fait grillé ses cartouches et on n'aurait pas eu le temps de voir même la vie apparaître sur la Terre. Donc c'est une interaction qui a un rôle vraiment très important. J'ai donné ici les intensités relatives. Ces intensités relatives, c'est, disons, l'intensité de l'interaction, ça c'est toujours maintenu parce que les deux interactions vont comme 1 sur R carré. Donc cette relation entre la force gravitationnelle et l'électromagnétique est toujours valable. Celles-là, ce sont des interactions à courte portée. Il faut fixer l'échelle. Et je prends, disons, 2 protons à la taille caractéristique d'un proton. Si je fixe l'interaction forte responsable de la structure du noyau à 1, l'interaction faible, c'est 10-12. 1 millième, 2 milliardième de fois plus faible. C'est ce qui explique ce qu'on a dit dans la présentation précédente, que les neutrinos vous traversent comme s'il n'y avait rien. Et en fait, fondamentalement, dans l'univers, il n'y a presque rien. Les particules, ce sont éventuellement, dans leur représentation, des points matériels avec des interactions, mais c'est presque vide. Pour un neutrino, il n'y a rien. Il passe à travers comme s'il n'y avait rien. Donc cette interaction faible est assez intéressante parce qu'en fait, c'est elle qui est à l'origine de pratiquement toutes les grandes structures et toute la matière dans l'univers. C'est assez surprenant, mais la nature a choisi vraiment l'interaction la plus faible. Ces 3 interactions-là, électromagnétiques, fortes et faibles, ce sont des interactions quantiques. Et ce sont les 3 interactions qu'on étudie au laboratoire du LHC, dans le grand collisionneur au LHC. Ces 3 interactions sont décrites par ce qu'on appelle le modèle standard. C'est une unification conceptuelle, en tout cas, des 3 interactions. On est décrit par le même type de théorie. Les racines, c'est l'unification de l'électricité et du magnétisme au 19e siècle. Ça a vraiment pris corps avec le mariage de la relativité et de la mécanique quantique. Ça a vraiment pris forme avec des principes de symétrie qu'on explorera dans la prochaine présentation. Et une des conséquences, c'est que les interactions, les bosons, on a vu ça dans la présentation aussi de Cédric, ce sont les véhicules de l'interaction. Ces bosons, ils sont une conséquence inévitable des lois de symétrie. Si vous donnez les lois de symétrie, il faut qu'il y ait les interactions de la forme que l'on connaît. Ça ne peut pas être autrement. Il y a une espèce de notion d'inévitable dans cette idée-là. Vous posez les symétries et vous déduisez l'existence des interactions fondamentales. L'autre conséquence, c'est que les particules doivent être de masse nulle. On ne peut pas construire une théorie si les particules ont une masse. Là, c'est un problème. On vient de voir que les particules ont une masse, et on vient de voir que les bosons d'interaction faible ont une masse. Et pour que l'interaction faible soit confinée à petite distance, pour que la radioactivité soit confinée dans le proton et qu'on ne soit pas diablement radioactif, il faut qu'il y ait cette masse. Et cette masse, elle ne peut pas exister. La théorie l'interdit. Donc ça, c'est un problème fondamental. Les particules doivent être de masse nulle. Qu'est-ce que ça veut dire, une particule de masse nulle? Si vous avez une particule de masse nulle, elle va automatiquement à la vitesse de la lumière, comme le photon de lumière. Une particule de masse nulle égale vitesse de la lumière. On ne peut pas organiser la matière avec des particules qui vont à la vitesse de la lumière. Si les particules ont une masse nulle, il n'y a pas de possibilité de former des noyaux. Il n'y a pas de possibilité de commencer le processus qui mène au proton ou au neutron. Il n'y a pas de possibilité de former des atomes, donc pas la possibilité de former des étoiles, etc., etc. Il faut une masse de particules, la théorie l'interdit. Donc c'était la grande problématique à laquelle on faisait face ces dernières années. Juste pour mentionner en passant qu'aujourd'hui, on a, disons, de bonnes théories standards pour le récit de la matière, jusqu'à l'apparition des atomes, puis la formation des étoiles et des planètes nécessaires à la vie. Donc, c'est une bonne théorie. Ce n'est pas une théorie complète, mais une bonne théorie. Donc, pour étudier et comprendre les lois fondamentales, j'ai dit, avec l'Ouroboros, il faut s'approcher des conditions de la naissance de l'univers, s'approcher du Big Bang. Comment on fait ça? Mais déjà, on doit sonder la matière à petite distance. J'ai donné l'échelle en TeV, ce sont des téra-électronvolts, une échelle d'énergie. Et cette échelle d'énergie, par cette relation de Broglie, vous dit que quand vous êtes à une énergie de 10 TeV, c'est l'énergie du collisionneur LHC, vous sondez un 10 millième de la taille d'un proton. Vous êtes à une échelle de taille caractéristique qui est un 10 millième de la taille du proton. Ensuite, des hautes énergies, ça permet de créer de la matière. Donc, si vous concentrez des quantités importantes d'énergie dans un petit volume, en l'occurrence une dizaine de téra-électronvolts dans la taille caractéristique d'un proton, vous allez générer des milliers de particules. Vous allez créer de la matière. Ensuite, il faut monter aux températures du début de l'univers. Et là, vous utilisez la relation de Boltzmann. Une énergie de 10 TeV, ça correspond à 10 puissance 18 degrés Kelvin. Donc, on reproduit dans la taille d'un proton, dans le volume inférieur à la taille de proton, les conditions du début de l'univers à très haute température.
Et on profite de la nature quantique. Ça, c'est la relation ici qui est donnée en termes d'incertitude sur l'énergie fois incertitude sur le temps. Et donc, cette nature quantique, elle fait que quand vous faites deux collisions, vous n'avez pas toujours le même résultat. Vous faites deux collisions, vous avez un résultat. Vous faites deux autres collisions, vous avez d'autres résultats. Chaque collision donne un résultat différent et on va chercher dans ces collisions des événements rares en profitant de cette incertitude, de ce non-déterminisme des collisions. Donc, les collisionneurs de particules, bien, ce sont des microscopes pour observer la matière telle que dans les premiers instants de l'univers. Ça, c'est l'essentiel. OK. Le collisionneur, ça, c'est le collisionneur LHC. Il est en banlieue de Genève, entre la France et la Suisse. À gauche, on a le lac Léman. À droite, on a le Jura. Le collisionneur fait 27 km. Dans ces 27 km, on a des particules qui voyagent à la vitesse de la lumière, à cette précision-là. On a des croisements tous les 25 nanosecondes, ça veut dire 40 millions de collisions, de paquets qui se croisent par seconde, 40 millions de croisements par seconde, avec une précision d'à peu près 10 microns, c'est-à-dire c'est des faisceaux qui font à peu près 15 cm. La taille transverse est inférieure à 10 microns, c'est un dixième du diamètre d'un cheveu à peu près. Et au bout de 27 km, ils arrivent face à face avec une précision suffisante pour qu'il y ait des collisions. Donc, c'est un instrument vraiment assez remarquable. Autour de cet instrument, il y a deux grandes expériences universelles, Atlas et CMS. Nous, au laboratoire Le Prince-Ringuet à l'École polytechnique, on est impliqués dans ce projet CMS. On a un groupe important dans cette expérience. Les détecteurs, là je montre une image du détecteur CMS, le détecteur sur lequel je travaille. Au laboratoire Le Prince-Ringuet, on a été responsable en partie de la mécanique de ce détecteur interne qu'on appelle le calorymètre électromagnétique, mais aussi du système de déclenchement. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de collisions. Bien, il faut choisir dans ces collisions les collisions qui vous intéressent. C'est-à-dire qu'il y a un filtre qui est appliqué au moment des collisions. Ce filtre, il rejette essentiellement toutes les collisions, sauf de temps en temps, on en garde une pour l'analyse. Donc, il faut être vraiment très fin, très rapide pour, en quelques fractions de secondes, identifier les topologies d'événements qui sont susceptibles d'être intéressantes et les garder. Ça, c'était la responsabilité du laboratoire. Il y a eu 20 ans de construction, de R&D de construction. On a les premières prises de données en 2011-2012 à une énergie qui est à peu près la moitié de l'énergie disponible in fine dans la machine. Et maintenant, on a commencé à prendre des données à 13 TeV, qui est quasiment l'énergie maximale du collisionneur. Qu'est-ce qu'on recherche comme signature? Bien, voilà une image, un exemple de signature. J'ai un proton qui arrive de la droite, un proton qui arrive de la gauche. Ces protons se rencontrent au centre du détecteur. E égale mc2, j'ai concentré beaucoup d'énergie, j'ai produit énormément de particules. Ces particules, par les différents éléments de détection, sont identifiés. On mesure l'énergie, l'impulsion, la charge. Et cet événement en particulier, il a dans l'état final deux électrons, et deux électrons lourds qu'on appelle des muons. Donc, c'est la deuxième famille de particules qu'on a vu dans la présentation précédente, c'est les familles de particules. Donc, ça, c'est une signature typique d'un boson de Higgs qui se désintègre en paire de bosons Z, qui se désintègre en paire de leptons. Ce sont des événements rares. C'est à peu près un événement à tous les 10 000 milliardièmes d'événements. Donc, juste pour vous donner une idée, si vous pouvez voir ça comme un feu d'artifice. Imaginez que vous regardez un feu d'artifice et qu'il y a une explosion tous les secondes. Bien, ça vous prend 600 000 ans pour voir un événement comme ça. Et il faut en accumuler une dizaine avant de pouvoir dire « Tiens, j'ai vu quelque chose qui est vraiment reproductible ». Donc, c'est à peu près juste l'ordre de grandeur. C'est vraiment des événements rares. Un événement tous les 10 puissance 13. Bien, on a observé des événements. Je vais revenir là-dessus. Ça a donné le prix Nobel. Donc, le prix Nobel, il n'a pas été donné pour la découverte du boson de Higgs, mais la découverte du mécanisme de Brute-Englert-Higgs. C'est le mécanisme par lequel apparaît le boson de Higgs. Le boson de Higgs, la découverte, c'est une découverte expérimentale par l'expérience CMS et Atlas. On pourrait bien avoir un jour un prix Nobel pour la partie découverte et en supplément de la partie mécanisme. Je vous montre une seule figure, il y a plein d'images, mais ça, c'est la plus parlante pour un physicien. C'est le couplage en fonction de la masse des particules. Vous voyez l'électron lourd, ici le muon, les quarks les plus lourds, le quark B, le lepton tau, c'est une autre famille, la troisième famille de leptons, c'est le cousin de l'électron très lourd. Les bosons de l'interaction faible, le quark top, qui est extraordinairement lourd. Vous voyez que c'est parfaitement linéaire en fonction de couplage versus masse. Ça vous indique qu'on comprend l'origine de la masse des interactions. Et le mécanisme par lequel apparaît la masse est assez extraordinaire. En fait, les particules n'ont pas de masse. Un électron, ça n'a pas de masse. Un quark, ça n'a pas de masse. C'est-à-dire, ça n'a pas de masse dans l'univers, disons, entre guillemets, réel, qui est l'univers sous-jacent.
cet univers réel, c'est là où la théorie est exacte, est mis ensuite dans un système externe qui est le vide, et ce vide, c'est le vide quantique. Dans ce vide quantique, dans le vide physique qui nous entoure, il y a le champ de Higgs qui agit. Et l'électron gauche devient un électron droit devient un électron gauche, et ça se produit comme ça sans cesse. Et c'est cet objet-là et l'énergie mise en cause dans cette relation qui fait apparaître ce qu'on appelle la masse. La masse des particules, intrinsèquement, chacune des particules est un effet purement quantique. On vous a dit avant que la masse du proton, c'est un effet quantique. Donc, toute la masse est d'origine quantique. Il n'y a pas de masse. Il n'y a pas de point matériel avec une masse. Ce sont des effets quantiques. Donc, ça, c'est une découverte assez extraordinaire. La masse des particules, qui est nécessaire à l'organisation de la matière, et son apparition, en fait, elle précède celle des nucléons et des atomes dans l'univers. Donc, je vous fais une brève histoire de l'univers après la découverte du boson de Higgs. Ça, c'est l'espace. Ça, c'est le temps. L'univers n'a pas une forme de cloche. C'est une représentation en 2 dimensions de l'histoire de l'univers qui va d'ici jusque-là en fonction du temps. Et ça, c'est la dimension de l'espace. On est ici, nous, sur ce petit point bleu perdu au milieu du cosmos. L'univers naît à partir potentiellement de rien. De ce rien, il y a un champ. C'est exactement la même chose que le champ de Higgs. C'est un champ qu'on appelle un champ scalaire. Ce champ scalaire, si vous regardez la mathématique reliée à un champ scalaire, vous voyez que spontanément, ça a tendance à croître. On met le champ scalaire et ça croît. Et comme ça croît, l'univers est en expansion, il est en expansion exponentielle. Et comme il est en expansion, il refroidit. Donc l'univers se construit, gonfle extrêmement rapidement, et il refroidit. Et à un moment donné, on voit apparaître le champ de Higgs, parce qu'il fait suffisamment froid pour que le champ de Higgs puisse agir, et apparaît la masse des particules. À ce moment-là, à peu près 1 millième de milliardième de seconde après le début de l'univers. Donc la masse des particules apparaît 1 millième de milliardième de seconde après le début de l'univers. Un petit peu plus loin, c'est suffisamment froid pour que les protons puissent commencer à tenir. Donc apparaissent les protons, c'est ce qu'on appelle la baryogenèse, apparaissent les noyaux légers. Et l'univers continue à se développer, et à un moment donné, il fait suffisamment froid pour que les atomes puissent se former. Et à ce moment-là, 300 000 ans après le Big Bang, les électrons, les noyaux forment des atomes. Avant, dans la période qui précède cette ère qu'on appelle l'ère radiative, l'univers est complètement opaque. Comme les charges sont libres, ça forme un plasma et la lumière ne pénètre pas dans le plasma. L'univers est opaque. Quand on regarde dans l'espace avec les télescopes les plus puissants, on arrive à un mur, et ce mur, c'est le mur où l'univers est complètement opaque, on ne peut pas aller au-delà. Pour aller au-delà, pour sonder le début de l'univers, je vous ai montré comment on fait. On utilise des collisionnaires. On se sert de la partie gauche de l'Ouroboros pour remonter au début de l'univers. Ensuite, il y a l'ère stellaire, c'est-à-dire qu'on forme les étoiles. Les étoiles, ça forme des noyaux jusqu'au fer, ça s'arrête au fer. Et pour aller au-delà, il faut des explosions d'étoiles. Ça continue jusqu'à ce qu'on apparaisse en bout de course, ici, en bout de course. Donc ça, c'est une brève histoire de l'univers vue après la découverte du boson de Higgs. Je crois que cette découverte, c'est objectivement une réalisation vraiment remarquable. N'oubliez pas qu'on a commencé avec une stratégie qui est une stratégie réductionniste. On cherchait l'origine des interactions de la matière. On a vu qu'il y a 2000 ans d'histoire de l'humanité où on a cherché à comprendre la structure de la matière. Il y a encore des choses extraordinairement intéressantes du côté de la structure. Mais maintenant, on est un petit peu plus loin. On se demande d'où ça vient. Comment on y arrive, comment on invente, comment on génère des interactions, comment on génère la masse. Donc, on est passé d'une question de structure à une question d'origine. Le champ de Higgs, il a un rôle vraiment important. Ça démontre l'origine quantique de la masse. Et ça démontre aussi, ça explique l'interaction à courte portée. Et ce que je n'ai pas mentionné, c'est que ça explique aussi l'origine des familles. Vous voyez, les muons sont des particules qui nous bombardent, des muons cosmiques, c'est des électrons lourds qui ont un temps de vie relativement court, et on est bombardé, comme pour les neutrinos, par des muons en permanence. Un certain nombre de mutations génétiques, d'ailleurs, sont dues à ces interactions des muons qui nous traversent le corps. Ces muons, ce sont des électrons lourds. Il n'y a aucune différence entre un électron et un muon. Entre un électron et un muon, c'est des particules qui sont exactement pareilles, ils ont le même couplage, exactement, totalement identiques. Toute la physique est identique à une chose près, la masse. Et la seule différence que l'on connaisse, c'est la masse. Et la seule chose qui donne la masse, c'est le boson de Higgs. Donc, le boson de Higgs est à l'origine de la famille muon et de la deuxième et de la troisième famille. L'origine des familles, c'est aussi le champ de Higgs. Donc, la complexité de la théorie, en fait, elle vient du champ de Higgs. C'est une théorie complète et cohérente à toutes les échelles. Ça, c'est pour la première fois, je dirais, dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de faille. On peut calculer à toutes les échelles, jusqu'à l'échelle de Planck. L'échelle de Planck, c'est le bout, c'est le point au-delà duquel, c'est le mur de l'ignorance que j'appelle.
À l'échelle de Planck, l'espace-temps fluctue, on ne peut même plus définir la notion de point géométrique, on est vraiment perdu, on ne peut pas aller au-delà. On n'a pas de théorie quantique de la gravitation, c'est le point où on s'arrête. Jusqu'à cette échelle, on a une théorie qui est complète et cohérente. C'est un triomphe, mais c'est un triomphe vraiment, vraiment paradoxal, parce qu'il y a des difficultés majeures. On explique l'origine de la masse, mais pas le spectre de masse. On ne sait pas pourquoi le muon a la masse qu'il a, par exemple. On n'explique pas la symétrie matière-antimatière. L'univers est composé de matière, apparemment, il n'y a pas d'étoiles d'antimatière. On les verrait s'annihiler, on ne voit pas ça. Ça, on ne sait pas l'expliquer. On n'explique pas la matière noire dans l'univers. Toute la masse visible créée par les particules, les protons, tout ce qui est visible, tout ce qui nous entoure, c'est 4% du contenu en énergie de l'univers. Il y a 24% qui est la matière noire, et le reste, c'est de l'énergie noire. On appelle ça de l'énergie noire. Ce n'est pas parce qu'on la comprend qu'on l'appelle l'énergie noire, c'est exactement parce qu'on ne comprend rien. Cette énergie noire, on ne connaît pas son origine. On a un soupçon très, très fort. Je vous ai dit, le champ de Higgs, il a un champ scalaire, c'est une caractéristique vraiment, vraiment unique. Si vous prenez un champ électrique ou un champ magnétique, en absence de charge, le champ électrique, le champ magnétique sont complètement nuls. Si vous enlevez toutes les charges, il n'y a pas de champ. Si vous enlevez tout, il reste un champ de Higgs avec une valeur non nulle. Le champ de Higgs a une valeur non nulle sur le vide. Il donne une densité d'énergie, une énergie potentielle au vide. Cette énergie potentielle du vide, elle se traduit par une masse. Donc, on sait donner de l'énergie, on sait donner de la masse noire, de l'énergie noire. Sauf qu'il y a un problème. L'énergie noire donnée par le champ de Higgs, il est 10 puissance 33 fois plus grand que celui qu'on voit en cosmologie. Petit problème. Donc, on a un problème entre la source d'énergie noire produite par la mécanique quantique et l'énergie noire telle qu'observée, qui est absolument phénoménal. Le désaccord est plus grand que tous les désaccords de l'histoire des sciences. C'est tellement énormissime qu'on se dit qu'il doit y avoir un truc qu'on n'a pas encore compris. Ça ne peut pas être comme ça. Donc ça pose un problème vraiment important. L'autre chose, c'est qu'on a trouvé le boson à une masse vraiment très particulière, 125 GeV. On aurait pu le trouver ailleurs. S'il avait été moins massif, on l'aurait vu beaucoup plus tôt. S'il avait été plus massif, on l'aurait vu beaucoup plus tôt. C'est l'endroit le plus difficile d'accès, comme si la nature avait caché un trésor précieux à l'endroit le plus inaccessible qui soit. Et c'est vraiment quelque chose qui mène à une théorie vraiment instable. Je vous mets ici la masse du quark le plus lourd en fonction de la masse du boson de Higgs. Ça, c'est la zone où l'univers est instable. Ça, c'est la zone où l'univers est stable. Et ça, c'est la zone de métastabilité. L'univers instable, c'est le vide qui est instable. Vide instable, ça veut dire qu'à un moment donné, ça disparaît, tout disparaît. C'est un peu gênant. Et on est là, juste là. Et ça, c'est étrange. On est à l'extrême limite de la stabilité. La théorie rend l'univers absolument improbable à cause de la valeur de masse qu'on a découverte. Donc, on a en même temps trouvé une solution qui est valable à toutes les échelles. On a compris l'origine des masses quantiques et on se retrouve avec un truc absolument improbable. L'univers, il ne peut pas être comme il est. Et ça, c'est un peu gênant. Parmi les solutions, j'en montre une ici, dans la zone bleue, qui étend considérablement la zone de stabilité, c'est ce qu'on appelle la supersymétrie. Donc, s'il existe la supersymétrie, une espèce d'univers miroir dans lequel chaque boson a un partenaire fermion, chaque fermion a un partenaire boson, on arrive à prédire la masse du boson de Higgs. Elle n'est plus bien la même, elle est une conséquence de la théorie, et on stabilise en même temps la théorie, et on stabilise en même temps le vide. Donc ça, c'est intéressant. Donc, c'est une des options, et ça explique en particulier la matière sombre. Il y a une des particules supersymétriques la plus légère donne un candidat pour la matière sombre. Ça peut être aussi sauvé par des questions de dimensions supplémentaires, c'est-à-dire s'il existe d'autres dimensions spatiales, et peut-être aussi par un nouveau boson qu'on a peut-être observé, où on voit encore quelques fluctuations dans une masse de 750 GeV, s'il voit la masse du boson de Higgs. On est en plein dedans en ce moment, on aura confirmation ou infirmation avant la fin de l'été. Il se trouve que cette masse, comme je disais, elle est exactement entre les deux. Voilà le domaine privilégié par la supersymétrie. Voilà le domaine qui est privilégié si la théorie est valable jusqu'à l'échelle de Planck. Puis on est tombé juste pile poil exactement entre les deux. Donc l'univers est un peu malicieux. OK, bien, l'aventure a en effet commencé. On est ici. Le programme du LHC s'étend jusqu'au moins 2035. On vient de commencer la période de haute énergie, donc on explore vraiment des territoires complètement nouveaux. Cette période actuelle, 2015-2018, pour moi, je pense l'histoire des sciences, mais certainement pour le domaine et la compréhension des lois fondamentales de l'univers, c'est la période la plus critique qu'on a jamais eue dans l'histoire, parce que c'est pour la première fois, on a la possibilité de s'adresser aux questions les plus fondamentales. Et après, on va accumuler de la luminosité pour obtenir plus de précision, mais la période de découverte, c'est maintenant, dans les 2-3 années qui viennent. Merci beaucoup.